Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue au deuxième webinaire de la journée sur Excel et les outils Power Query et Power Pivot. Je me présente, je suis Lorraine Godard, je suis la dirigeante d'ATP Formation et c'est un plaisir de vous accueillir. On est très content car ce webinaire a eu beaucoup de succès en termes d'inscrits. On a plus de 180 personnes inscrites sur cette journée. C'est normal vu que c'est quand même une thématique Excel qui est transversale et vous allez voir, ces deux outils sont vraiment des solutions extrêmement pertinentes et avec des vraies possibilités de gain de temps si on les met en place. Je reprécise, mais Guillaume le fera, que ça, en plus, ce sont des outils gratuits donc qui ne nécessitent pas d'investissement auprès de Microsoft qui sont supplémentaires. Ça fait depuis un mois maintenant qu'on essaye d'organiser des webinars tous les mois. C'est l'occasion pour nous de mettre en relation, en dehors de nos actions, de nos stages, nos formateurs et le public. L'idée de ce webinar, des webinars en règle générale, c'est d'apporter une vision complémentaire sur les possibilités dans différents domaines. Il y a 15 jours, c'était sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est sur Excel et dans un mois, je ne veux pas spoiler, mais ça sera autour des thématiques Java. Donc, c'est Guillaume, aujourd'hui, notre responsable pédagogique qui va vous parler de tout ça. On va avoir 45 minutes de présentation avec des mises en situation. Il va vous montrer dans le logiciel ce qui se passe tant au niveau de Power Pivot que de Power Query. À l'issue, on vous propose un temps de questions de 15 minutes. Le plus simple, c'est de le faire par chat et on va s'occuper de les reformuler pour éviter une cacophonie, un succès tellement énorme de questions que tout le monde veuille poser des questions en même temps. Donc, on va réguler, Grégoire et moi, vos questions. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à fermer vos micros. Ça évite ainsi des bruits périphériques. Et je vais laisser la parole à Guillaume et je vous dis à tout à l'heure. Parfait, merci beaucoup. Donc, eh bien, bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire portant sur les plugins d'Excel, Power Query et Power Pivot, qui sont des outils de Business Intelligence en libre service. Donc, à quels besoins répondent ces outils? Eh bien, principalement à la production de ce que l'on appelle les tableaux de bord, des dashboards en entreprise. Ce sont des outils dont on a besoin pour monitorer efficacement son activité, pour piloter son action. Mais tout repose bien évidemment, quand il s'agit de la production d'un dashboard, sur de la donnée. Et cette donnée, pour pouvoir l'analyser efficacement, on se doit parfois de la transformer et de la raffiner. L'enjeu est quand même assez important parce qu'on le sait, les tableaux de bord nous permettent d'être plus pertinents dans notre analyse, ils permettent une meilleure communication de notre action vers les différents acteurs internes ou externes, et puis c'est des outils essentiels au niveau de la prise de décision. Donc, dans le contexte général du travail de données, Power Query et Power Pivot ont un rôle extrêmement central aujourd'hui et peuvent vous amener énormément en gain de temps et d'efficacité. Voyons où ils se situent dans le contexte général de l'accès aux données de l'entreprise. Donc, on partira toujours en entreprise de l'exposé des données de production qui sont gérés à différents niveaux par des logiciels métiers. On a bien sûr les ERP, les systèmes d'information dédiés au RH, on a la compta, la paye, la gestion de la relation client, on a toute une série de données parfaitement qualifiées, gérées de manière centralisée par les équipes informatiques et qui contient de la donnée utile à l'instant T en termes d'exploitation. Mais cette donnée n'est pas forcément facile d'accès, elle n'est pas optimisée pour que l'utilisateur final en définitive, puisse la faire parler et en tire des enseignements à valeur ajoutée pour l'aider à piloter son activité. Et c'est pour ça que dans une démarche classique de business intelligence en entreprise, on met en place souvent ce qu'on appelle des data warehouses, où les données sont en fait rangées dans des cubes, et elles sont surtout ces données-là retraitées pour donner du sens en fait à ces chiffres, à ces infos. Elles sont retraitées en fonction de la logique métier et des profils, des cibles internes à qui elles s'adressent.
Donc là, on n'a plus du tout les mêmes soucis qu'en production, on n'a plus besoin forcément d'une extrême réactivité quand on interroge, on n'a plus besoin, si vous voulez, de gains de place, d'optimisation de place, même si ça reste toujours un enjeu, mais c'est moins important. On va produire la donnée dans différentes versions en fonction des profils. Et pour faire ce travail-là, on va avoir besoin d'un middleware, des programmes informatiques que l'on appelle des ETL. Donc ces programmes vont chercher les données en base de production, on les retraite et on les charge dans le cube. Donc une fois dans le cube, elles répondent à une certaine modélisation, elles sont parfois enrichies de calculs métiers, etc., afin de produire les fameux dashboards, les fameux tableaux de bord. Donc soit le dashboard est produit par l'informatique directement, et là l'utilisateur final n'a qu'à l'utiliser, soit l'utilisateur final va pouvoir aller chercher dans le Data Warehouse son jeu de données pour créer lui-même son dashboard. Donc là, on est vraiment sur une solution où la BI est complètement prise en main par le système informatique et toutes les données dont on a besoin ont été anticipées, prises en charge et intégrées au cube qui se trouve dans le Data Warehouse. Mais en pratique, on s'aperçoit que bien souvent, l'utilisateur n'a pas tout et doit aller quand même chercher des données en base de production. Donc ça se fait souvent par l'intermédiaire d'un échange avec les équipes informatiques qui créent les vues nécessaires sur les bases de données en question et qui donnent les droits précis à l'utilisateur. Mais la donnée, dans ce cas-là, elle est moins raffinée, elle est bien moins exploitable que si elle venait directement du data warehouse. Donc elle va nécessiter un retraitement. Donc ça peut être chronophage et ça peut être complexe. Mais ce n'est pas tout. Là encore, quand on peut aller chercher des données dans les bases de production, c'est une chose. Mais souvent, la donnée, on va la récupérer. Elle existe aussi en entreprise sous des formes diverses et variées. Vous avez des gens qui vont suivre une partie de leur activité dans des fichiers Excel. Vous en avez d'autres qui vont obtenir des CSV, donc c'est des fichiers texte qui sont soit issus des outils de prod, soit qui émanent de clients, de fournisseurs, de prestataires, etc. Donc qui contiennent également des informations à valeur ajoutée qui peuvent aider à la construction du tableau de bord. On peut être abonné à des sites web, par exemple des sites boursiers pour récupérer de l'info, des bases de données en ligne comme les bases de Météo France, les bases de l'INSEE qui peuvent encore une fois amener une dimension supplémentaire à nos rapports. Et puis souvent dans les services, on voit qu'il y a une multitude de bases de données qui existent, qui ne sont pas prises en charge nativement par l'informatique de l'entreprise, mais dont les services ont besoin pour exister, qui gèrent tantôt un process, tantôt des stocks, tantôt un mode de fonctionnement un peu à part. Et ces données-là, évidemment, elles peuvent avoir un intérêt, encore une fois, important dans le contexte de production de ce rapport, de ce dashboard. Et alors, moins la donnée est carrée, donc plus elle est proche de l'utilisateur en termes de gestion, et moins elle sera facile d'accès. Et c'est là où justement on peut perdre énormément de temps et d'énergie à essayer de faire en sorte d'obtenir quelque chose d'exploitable pour synthétiser les infos au sein de tableaux de bord. Alors, où se situe Power Query, Power Pivot dans ce contexte de gestion des données? On va les trouver à ces niveaux-là. Donc Power Query, lui, a un rôle d'ETL. C'est-à-dire qu'il va être capable d'aller chercher de la donnée, que ce soit dans de la donnée de production classique gérée par l'informatique ou dans des sources plus hétérogènes. Et cette donnée, le plugin va avoir une action de retraitement pour la rendre exploitable dans un contexte d'analyse. Une fois que les retraitements auront été faits, le chemin le plus classique, ça va être d'aller stocker les données dans Power Pivot, qui lui est un cube de données. On va pouvoir construire un cube avec Power Pivot. Donc le stockage des informations, il y a toute une série d'avantages à stocker des informations dans le cube de Power Pivot, on va en parler. Et puis également, Power Pivot va nous permettre de mettre en place des petits outils comme des calculs métiers, des choses extrêmement intéressantes en termes d'analyse. Et pour tout ce qui est couche graphique et production du rapport à proprement parler, alors deux outils peuvent être utilisés. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est de construire le rapport à l'aide des outils d'Excel.
hein, les outils classiques de tableau croisé dynamique et de graphique, hein, classique Excel, qui permettent déjà de faire des choses relativement spectaculaires et abouties. Et puis, vous avez un outil qui a émergé il y a quelques années, qui s'appelle Power BI, qui est édité par Microsoft. Et Power BI englobe Power Query et Power Pivot, déjà, nativement. Mais ce qu'il proposera en plus d'Excel, c'est des visuels qui seront bien plus aboutis que ce que l'on peut faire avec Excel, des rapports qui seront extrêmement graphiques, et puis surtout Power BI va jouer sur la couche de diffusion de ces rapports. Il permettra de partager les rapports plus facilement en interne ou en externe en fonction des cibles. Alors la différence, hein, c'est que Power Pivot et Power Query intégrés à Excel ne vous coûteront rien. Ils sont des plugins gratuits, alors que si vous voulez souscrire à Power BI, eh bien c'est un abonnement mensuel par utilisateur d'une dizaine d'euros si vous voulez pouvoir accéder à la couche notamment de diffusion. Ça, c'est des éléments à prendre en compte. Mais autrement, ça marche exactement de la même manière. Quelqu'un qui apprendrait à utiliser Power Query et Power Pivot sur Excel, le jour où il doit migrer sur Power BI, eh bien, il va retrouver exactement les mêmes mécaniques. Ça marchera à 100% de la même manière. Il y aura juste la couche graphique à apprivoiser. Donc voyons un petit peu ce que peut nous apporter le premier outil Power Pivot dans notre chaîne de traitement des données. Donc Power Pivot, c'est, comme on l'a vu, un outil qui va nous permettre de mettre en place un cube. Et un cube, c'est une technique de stockage des données informatiques qui nous propose plusieurs avantages. Ça résout des problèmes déjà en termes de volumétrie. Ça, c'est assez spectaculaire. Alors, je vais parler de la volumétrie de deux manières différentes. Donc, on a déjà le nombre de lignes que l'on va pouvoir traiter avec des données qui sont stockées dans Power Pivot. Si j'avais l'intention de ranger mes données dans Excel, je serais confronté à une limite intrinsèque d'une feuille de calcul qui est d'1 048 576 lignes. Alors, ça peut paraître dans certains cas déjà énorme, mais on se rend compte que bien souvent, c'est une limite qui est atteinte et qui devient bloquante en définitive. Donc, dès lors où on va stocker des données dans Power Pivot, on va ne plus avoir de limite de volume. Moi, il m'est arrivé de travailler sur des volumes de 14 millions de lignes sans problème avec Power Pivot adossé à Excel. Ça passera tout seul. Donc, le million de lignes n'est plus une contrainte. Et puis surtout, c'est le poids de ces données. Parce que si vous stockez des données de manière classique dans le logiciel Excel, dans une feuille de calcul, eh bien, les données sont relativement volumineuses et le classeur va gonfler, gonfler, gonfler. Or, le cube de Power Pivot propose une compression de ces données, c'est natif, hein, c'est des techniques de stockage extrêmement élaborées, et généralement, on se rend compte que par rapport à des données brutes, on a un ratio de 1 à 10 par rapport à des données classiques et des données stockées dans Power Pivot. Donc, les classeurs seront bien plus légers. Ça, c'est quelque chose qui est très, très important. Deuxième point, vous avez la mise en relation des données. Donc, quand on utilise Excel pour créer nos tableaux de bord, sans parler de Power Pivot et Power Query, souvent les utilisateurs, quand ils ont des données qui sont réparties entre plusieurs tableaux, sont contraints de créer des recherches V pour essayer de réunir les données dans un seul et même tableau afin de les analyser et de les mettre en perspective via des tableaux croisés dynamiques. Donc, on s'aperçoit que rapidement, les classeurs deviennent lourds, ils sont ralentis par des formules qui sont abondantes, nombreuses, redondantes, et au final, on produit des usines à gaz qui sont difficilement maintenables, assez instables si vraiment il y a beaucoup de formules à l'intérieur et qui peuvent être assez longues à utiliser. Donc c'est vraiment quelque chose de peu efficace, informatiquement parlant. Le fait de placer les choses dans Power Pivot va nous simplifier la vie, c'est-à-dire que les données vont pouvoir rester dans des tables qui seront indépendantes les unes des autres, mais on aura pu mettre en place un schéma qui va déclarer les connexions entre les tableaux et faire en sorte que le système va vous permettre d'aller piocher indifféremment dans n'importe quelle table pour construire vos analyses. Ça, c'est assez bluffant et je vous le montrerai dans la démo qui suivra. Ensuite, on va régler un petit défaut des tableaux croisés dynamiques de base, qui est la perte des formats nombres quand on construit nos analyses. Pour les personnes qui ont déjà expérimenté ces techniques, vous pouvez prendre un champ de type monétaire dans votre base de données sur un tableau classique. Quand vous le mettez dans un tableau croisé dynamique, il perdra son format. Et si vous l'utilisez pour 10 calculs
dans un tableau croisé dynamique et 10 calculs dans un autre tableau croisé dynamique, et il faudra remettre le format à chaque fois, ce qui à la longue peut être assez fastidieux. Donc Power Pivot va régler ça. On va avoir un typage des données assez rigoureux, où on va pouvoir déclarer des formats, et les données qui derrière utiliseront les champs en question au sein de tableaux de bord seront automatiquement en bon format, ce qui amène un confort et une efficacité. Et puis enfin, et ça c'est pour moi peut-être le plus important, c'est qu'on va aller bien plus loin en termes de calcul que ce que l'on peut faire avec du tableau croisé dynamique de base. On a un nouveau langage en fait dans Power Pivot qui s'appelle le langage DAX, qui a été prévu pour interroger et manipuler de gros volumes de données, donc il sera déjà très efficace en termes de performance. Et puis surtout, on va pouvoir, comme je vous le disais, aller même produire des résultats qu'il ne serait pas possible d'avoir avec un Excel classique et un tableau croisé dynamique de base. Donc, nos analyses seront plus poussées et donc plus pertinentes. Enfin, Power Pivot nous propose deux outils complémentaires qui peuvent avoir du sens, ce qu'on appelle les hiérarchies. C'est une manière de déclarer les liens qui existent entre plusieurs champs d'une même table pour améliorer la technique d'investigation dans les données. On pourra partir d'un niveau très élevé dans la hiérarchie et investiguer en descendant toujours plus bas dans les champs en question, selon un ordre que le concepteur du cube aura choisi, donc que vous aurez choisi. Et puis pour la couche visuelle, Power Pivot autorise la mise en place de KPI, donc d'indicateurs clés de performance qui seront des objets graphiques qu'on pourra solliciter dans nos tableaux croisés dynamiques. Alors, je pense qu'il est temps d'illustrer un petit peu tout ça en réalisant un premier exemple de mise en place de cubes. Je vais lancer Excel. Voilà, je pars sur un classeur classique. J'ai ce fameux onglet Power Pivot. Donc, je peux lancer Power Pivot soit en cliquant sur le bouton Gérer, soit en allant dans l'onglet Données et en cliquant sur l'icône qui s'appelle Gérer le modèle de données ici. Donc, Power Pivot étant un plugin à part entière, cet outil est présent dans une fenêtre indépendante. Vous voyez, j'ai Excel derrière et Power Pivot devant. Je vais pouvoir, bien, dans un premier temps, charger des données à l'intérieur de mon cube. Alors ça, je vais le faire directement dans Power Pivot si les données sont propres, si elles ne nécessitent quasiment pas de remise en forme. S'il faut les retravailler, il faudra passer d'abord par Power Query. Donc, je vais les chercher. Alors, vous voyez que je peux attaquer des bases de données classiques. Je peux même aller chercher d'autres cubes qui se trouveraient déjà dans Power Pivot, hein, donc aucun problème de ce côté-là. J'ai la possibilité aussi d'étendre les choses. Vous voyez, au-delà des bases Microsoft, je peux attaquer n'importe quel type de base de données hein, avec cet outil. Je peux même aller chercher des données, vous voyez, des fichiers plats, des fichiers texte, etc. Donc, mes données de départ sur cette analyse commerciale sont des données qui sont stockées dans Access. J'aurais pu les mettre ailleurs. Bon, elles sont en partie dans Access, en partie dans Excel. Donc, je vais essayer de les intégrer et puis je les réunirai dans un deuxième temps. Donc, je lui dis suivant. Je vais chercher ma base de données qui se trouve voilà, dans le dossier. Alors, si j'avais une base de données où la sécurité était gérée, il faudrait bien sûr que je m'identifie, si ce n'est pas le cas. Donc, je suis passé à l'étape suivante qui me demande comment sélectionner les données à intégrer à mon cube. Est-ce que je vais prendre des tables ou des vues qui ont été préparées par mon informaticien? Ou est-ce que j'ai la capacité techniquement, moi, d'écrire une requête pour aller chercher les données qui vont bien? Donc, nous, on va se cantonner dans un premier temps à aller chercher des objets existants. Et je trouve ici la table des ventes qui contient les données qui m'intéressent. Mais derrière, cette table seule, elle semble pas forcément suffisante parce que j'ai besoin d'autres dimensions dans mon analyse que les ventes pures. Je pense que voilà, les produits doivent être liés en définitive à la table des ventes. Donc si je le sais, je peux cocher. Et puis si j'ai un doute sur les tables à prendre, j'ai un utilitaire ici qui va remonter les relations déclarées à l'intérieur de la base de données. Par exemple, je vais cliquer une fois là-dessus et il va découvrir que les catégories, j'en aurais peut-être besoin parce qu'elles sont reliées aux produits. Ça semble logique, hein. Les ventes sont liées aux produits, les produits sont liés aux catégories de produits. Donc là, voilà, je prends vraiment les tables qui m'intéressent et si j'ai besoin d'un peu d'aide pour essayer de trouver des éléments complémentaires, j'ai cet outil-là.
Je termine mon intégration, donc les lignes sont versées dans le cube. Les requêtes viennent d'être lancées sur les 3 objets. Donc j'ai 4 lignes dans une table, 11 dans la deuxième et 50 000 de l'autre côté. Alors que j'en ai 50 000 ou 10 millions, c'est pareil. Il faut juste un petit peu de temps de chargement, mais les données sont rapatriées dans mon cube. Je ferme. Et on voit en fait que chacune des tables a donné naissance à un onglet dans Power Pivot, un petit peu comme les onglets d'Excel. Alors c'est assez trompeur parce qu'on a l'impression de prime abord qu'on est dans une feuille de calcul. Par contre, vous voyez, je ne peux pas saisir. Là, j'essaie de taper, je ne peux rien faire. C'est vraiment une vue sur des données qui sont stockées dans le cube. Ce n'est pas un outil où on va saisir de la donnée. On va pouvoir la modifier avec des formules, mais on va pas pouvoir. C'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour saisir. Je peux par exemple, en termes de modification, vous voyez ici, j'ai une date, puis je la trouve pas très esthétique cette date, parce que systématiquement, il me met l'heure alors que c'est pas du tout pertinent. Donc je peux lui dire non, en termes de format, là, j'impose la date seule. L'heure ne m'intéresse pas. Et puis c'est comme les champs ici, vous voyez, j'ai importé tous ces champs qui sont utiles dans mon cube, mais derrière, quand il s'agira de produire mes rapports, les 4 premiers champs, là, je trouve qu'ils sont un peu superflus. Donc je peux lui demander de les masquer dans les outils clients. Ça veut dire que je ne les manipulerai pas dans mon rapport, ces champs-là. Mais ils restent utiles techniquement. Ce champ-là, je peux l'améliorer en disant que dans les outils finaux, je le veux en séparateur de milliers, même si pour l'instant, là, mes chiffres individuels ne dépassent pas les 1000. Quand ils seront agrégés entre eux, le résultat total dépassera largement les 1000. Donc, je fais ce travail. Je vais enlever les décimales parce que ce sont des unités en valeur entière. Pareil ici, pour le pourcentage, je vais lui donner un format qui va bien. Voilà, et même si le pourcentage, je ne prévois pas de l'utiliser dans les outils clients, je peux quand même le mettre en forme, ça ne coûte rien. Et cette colonne, je décide de ne pas l'utiliser, je pense qu'elle n'est pas pertinente pour le reste des analyses. Donc ce travail de qualification des données, d'attribution de type et de format pour les champs, eh bien on peut le faire une fois pour toutes. Et l'avantage d'avoir fait ça, c'est que dans mes rapports, les formats que j'aurais mis, par exemple sur le champ units, eh bien, ils seront automatiquement pris en compte. Donc mes 3 tables sont en place. Ce que je voudrais vraiment vous montrer, ça se situe ici, c'est-à-dire qu'on a une vue diagramme qui nous permet de voir les relations qui unissent les tables qu'on a intégrées. Ces relations, elles ont été créées à partir de la base de données qui m'a permis de ramener les éléments. Donc il a découvert en remontant les relations dans la base de données que les produits, vous voyez, et les ventes sont en relation sur la notion d'ID de produit. On voit bien que les champs sont entourés en vert quand je survole la relation. Et bien de la même manière, il a détecté une relation, vous voyez ici, entre catégorie et produit. Le code catégorie faisant office de champ clé primaire et clé étrangère dans les 2 tables. Donc ça a un impact direct, c'est-à-dire que je peux, parce qu'il y a des relations entre ces tables, aller piocher parmi ces données-là pour construire mes analyses en tableau croisé dynamique, sans rien avoir à faire de plus. Donc, je vais illustrer ça par la création d'un tableau croisé dynamique, je vais mettre ça sur une feuille existante, et voilà, je vais laisser ça ici, ça sera très bien. Je vois dans le volet de création d'un tableau croisé dynamique que j'ai accès à mes 3 tables, et rien ne m'empêche d'aller chercher le code catégorie d'un côté et de le mettre en perspective avec les unités. Donc vous voyez, là j'ai masqué les autres champs, je n'ai plus que le champ qui a de l'importance a priori pour moi en élément disponible. Et ce champ-là, je vais le placer en valeur. Et instantanément, vous voyez que le système a remonté les relations. Il a vu que la catégorie était liée au produit, que le produit était lié aux ventes, et donc en remontant les relations, il a pu mettre en perspective ces valeurs. Donc ça, c'est particulièrement fort. Sans aucune recherche V, les choses se sont faites de manière tout à fait naturelle, avec un schéma clair, qualifié, et des données qui sont propres. Hein. Donc, en termes de calcul, je vais pouvoir aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que je vais pouvoir, par exemple, mettre en place des calculs métiers en fonction de ce que je veux produire. Et j'ai une partie de données qui est une prévisualisation des données qui se trouve au-dessus. Et la partie inférieure de l'écran, là, vous voyez, c'est une zone qui est dédiée à la mise en place de ces calculs métiers. Donc, je vais lui donner un peu plus de place, parce qu'en définitive, elle est plus
importante que la visu des données pour moi. Et je peux vraiment faire mes calculs n'importe où, ça n'aura pas d'impact particulier. Je vais les rajouter, vous voyez, par exemple, là, ça n'a pas d'importance. Donc, je vais créer une première mesure qui sera, par exemple, mon CA remisé. Donc, à partir du moment où je lui donne un nom de baptême à cette mesure, je vais pouvoir mobiliser des fonctions en langage DAX, exactement comme je vous le citais. On est très proche de fonctions Excel, hein, vous voyez. Là, c'est une fonction SumX. Je vous passe le détail du fonctionnement de cette fonction-là. Mais on voit que c'est exactement la même technique que de mettre en place une fonction Excel. Il faut juste comprendre comment est-ce que les choses s'articulent et quelle est la syntaxe. Hein. Donc là, je vais itérer ça sur la table des ventes et je vais prendre mes unités vendues. Vous voyez le champ units que je multiplie par quelque chose qui sera dans la table produit, qui sera le prix unitaire. Et donc, ce prix unitaire, je vais aller le chercher dans une table qui n'est pas celle-ci. Donc, je vais mobiliser la fonction qui s'appelle related. C'est un petit peu l'équivalent d'un recherche V. Je lui dis, tu vas remonter la relation qui existe entre les tables pour me trouver le prix correspondant. Vous voyez? Et donc là, je multiplie ça par 1 moins la remise. Et si je valide tout ça, j'obtiens un chiffre d'affaires, vous voyez, global, pour l'ensemble de mon activité en une seule formule. Il a pris toutes les unités vendues et il a fait la formule pour toutes les lignes. Il m'a créé cette mesure sans que j'ai à poser les calculs explicitement, comme je serais obligé de le faire dans le tableur Excel. Je vais aller déclarer que je suis en présence de données monétaires. Ça, c'est pour que ce soit plus facile à exploiter dans les tableaux croisés dynamiques. Donc, vous voyez que la mesure est apparue ici. Elle est dans ma table de vente. La mesure est identifiée de cette manière-là. Et je peux donc la prendre pour la mobiliser à l'intérieur du tableau croisé dynamique. Et le calcul métier a été pris en compte. Donc ça, je vais gagner beaucoup de temps en termes de mise en place. Les fonctions sont optimisées pour de la performance, quelle que soit la volumétrie. Et donc, les choses sont plus fluides. Le format est automatiquement adapté. Vous voyez, si je décide de mettre une dimension couleur, par exemple, la couleur du produit, je veux des stats par rapport à ça, voilà. Donc j'ai les différentes dimensions de couleur qui éclatent le calcul de mon CA remisé. Donc jusque-là, on peut dire qu'à la limite, ces deux calculs-là, on aurait pu presque, mais moyennant beaucoup d'efforts, les produire avec des tableaux classiques. Il y a certaines formules qu'on ne peut pas faire du tout avec les tableaux croisés dynamiques de base. Alors, je vais vous remettre une autre formule ici que l'on peut quand même faire. Ce serait par exemple le nombre de ventes. Je vais modéliser ce calcul métier. Et la fonction, ça va être où je vais compter le nombre de lignes qui vient dans ma table facture. Ça va me donner le nombre de ventes que j'ai effectuées. J'applique toujours le format, ça c'est une habitude qu'on prend très vite. Et puis il y a un autre calcul que je ne pourrais jamais obtenir avec Excel parce qu'il ne sait pas faire. Ce sera le nombre de lignes, par exemple, le nombre de dates uniques que j'ai dans cette colonne. Ça va me donner en gros le nombre de jours où j'ai fait des ventes. Donc je vais l'appeler nombre de jours. Et celle-ci, elle va s'appeler distinct count. Et je vais pouvoir mobiliser toujours la même table et toujours le même champ. Donc, Guillaume, excuse-moi, petite question, mais comment ça se fait qu'Excel ne sait pas compter ça? eh ben, c'est pas prévu dans les fonctionnalités d'Excel de base. Alors, avec la version 365 et les dernières mises à jour, il y a une fonction qui s'appelle unique dans Excel qui permet d'avoir un résultat unitaire de nombre d'éléments distincts sur une colonne, mais on ne peut absolument pas le mobiliser dans un tableau croisé dynamique. Ça, c'est encore pas possible. Excel a des limites en termes de calcul, et ces limites-là, Power Pivot permet de les franchir à l'aide de ce fameux langage DAX. Hein. Il y a toute une série de fonctions qui n'existent pas dans Excel là-dedans et qui étendent la puissance de nos analyses. On va pouvoir aller bien plus loin avec ça.
Donc, je vous montre simplement, après application du format, que des 54 000 lignes que nous avions dans la table, on isole 1000 dates, 1140 dates différentes. Et si je mets en perspective ça dans mon tableau croisé dynamique, donc je vais reprendre mes deux nouvelles mesures. J'aurai le nombre de ventes ici. Donc ça, c'est le nombre de lignes dans la table facture. Et si je mets l'analyse suivante, j'obtiens là un nombre de jours sur lesquels les produits de la couleur en question ont été vendus. Donc là, ce chiffre présenté tel quel, il n'est pas très parlant. Il faudra que j'ajoute la dimension année pour que vous voyez un petit peu le sens qu'il peut avoir. Mais voilà, typiquement, ce chiffre-là, il est impossible à obtenir avec un tableau croisé dynamique de base. Donc, intégrons justement ces nouvelles dimensions. On va avoir deux axes d'analyse qui peuvent être pertinents. Vous voyez ici, on va avoir la dimension des dates et on va avoir la dimension des vendeurs, des représentants. Donc, je vais intégrer ça, cette fois-ci, à partir de données que j'ai choisi de stocker dans Excel pour varier un petit peu les plaisirs, pour vous montrer qu'on peut vraiment agréger des données où qu'elles soient. Donc, je vais prendre mon classeur Excel. Je lui dis que la première ligne est une ligne d'antenne. Je parcours et je vais chercher ici le fichier en question. Il me présente les feuilles récupérables à l'intérieur du classeur. Donc, je vais prendre ces deux zones. Je termine. Et donc, il a intégré 1000 lignes de date et 7 lignes de représentants. Donc, je ferme. Hop. Alors, les deux onglets sont apparus. Je vais quand même sauver le classeur parce qu'on ne sait jamais trop avec Excel, c'est une mesure de sécurité. Alors, on ne sait jamais. Au moins, le fichier est sauvé. Même si le nom, je me suis un peu trompé, c'est pas grave. Donc, dans Power... Ah, il m'a fermé la fenêtre Power Pivot. Donc, c'est pas grave, je la réouvre. J'ai ma fameuse table de date. Donc là encore, je pourrais la retravailler. Hein, si vous avez des données numériques, dans ces tables ramenées d'Excel, il y aura bien plus de travail. Parce qu'Excel ne sera pas capable de savoir si vous aviez du numérique, si vous avez du monétaire, si vous avez du pourcentage. Il va falloir tout redéfinir quand les données viennent d'Excel. Donc là, moi, c'est une date, tout simplement. Là, il a quand même pu la détecter. Et ça va être une date de ce type. Et puis d'ailleurs, cette colonne-là, je n'en aurais pas forcément besoin dans mes analyses plus loin, comme le numéro du mois, que je ne manipulerai pas dans les tableaux croisés dynamiques. Donc, je fais ce travail, je pourrais faire la même chose sur la table représentant ici, mais le plus important, je viens d'intégrer deux nouvelles tables à mon modèle, à mon cube. Eh bien, il va falloir que je détermine via les relations comment est-ce qu'elles interagissent avec le reste du modèle relationnel. Donc, on voit que la table date ici va être mise en relation avec la table vente sur le critère date. Donc, je prends le champ d'un côté et je le fais glisser sur le champ correspondant. Vous voyez, c'est tout simple. Et à partir du moment où j'ai fait ça, une relation est établie entre les deux dates sur ces champs-là et on va pouvoir aller chercher des données dans la table date qui se marieront parfaitement avec le reste du schéma. Je vais faire la même chose avec les représentants. Je prends l'ID du représentant qui sera mis en évidence avec l'ID du représentant dans l'autre table. Et là encore, cette table vient d'être mise en relation avec la table en question. Donc, si Guillaume, oui, excuse-moi, je te coupe. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a plusieurs tableaux Excel ou tables Access, etc., qui ont une donnée commune, on oui, pourra les intégrer dans ce cube. c'est la clé. Voilà, c'est ça. Pour que le cube pour que les données puissent communiquer entre elles, il faut une clé commune. Si elle n'existe pas, il faut la créer. En définitive. D'accord. Ça peut être la concaténation de plusieurs champs, etc. Il y a plusieurs techniques qui permettent de créer. Mais s'il y a une clé éligible entre les deux tables, la relation peut être mise en place directement. Donc, même si c'est des tableaux qu'on n'a jamais construits, dans cette logique-là, on se rend compte au C'est bout de ça. 4 ans qu'on a 4 tableaux qui ont la donnée
du représentant, on peut les agréger ensemble dans ce cube. Il n'y a pas longtemps, j'ai travaillé avec un client qui devait agréger des données de type RH. Donc le SIRH donnait par exemple la liste des formations qui ont eu lieu sur l'année au niveau de ce client. Et pour obtenir la liste des salariés encore présents dans l'entreprise, eh bien, une extraction était faite de la paye. Et donc, quel était le champ éligible entre les deux données? C'était le matricule du salarié. Donc le matricule était le même, bien sûr, dans tout le système d'exploitation. Une fois que les données ont pu être extraites, on a pu mettre en relation tout de suite et sans aucun effort des infos qui étaient dans deux systèmes de gestion complètement différents. La clé unique existait. OK? Merci. Donc voilà, mon tableau a maintenant deux tables supplémentaires à partir desquelles je vais pouvoir faire des analyses. On va les voir apparaître ici. Donc je viens d'intégrer la dimension représentant. Je peux prendre, vous voyez, j'ai mis le nom du représentant, le site auquel il est rattaché, le manager, je vais prendre le nom du représentant, voilà. Donc j'ai les représentants tout de suite qui sont venus enrichir l'analyse, chose que je ne pouvais pas faire avant. De même, alors je vais peut-être prendre des données un peu moins volumineuses, je vais rester sur la notion de site. J'ai des infos du côté date qui sont reliées à mon modèle, et bien maintenant je peux intégrer les années. OK? Donc là, mon tableau est complètement exploitable. Je n'ai fait aucune recherche, rien. Tout était mis en place à partir de données existantes. Alors pour les dates, justement, plutôt que de partir sur des années sous cette forme, qui sont c'est un peu rigide, on va pouvoir illustrer la notion de hiérarchie qui est mise en place dans Power Pivot. Donc sur la table de date, j'ai la possibilité de créer cette fameuse hiérarchie. Donc je la baptise, je lui donne le nom que je veux, pas d'importance. Et là, je vais alimenter cette hiérarchie en glissant les champs dans l'ordre qui définit le lien entre ces données. Donc, je commence par l'année. À l'intérieur de l'année, vous voyez, j'ai le semestre, puis le trimestre, et puis je pourrais aller plus bas sur le mois et la semaine. L'archive va se limiter à 3 éléments, mais je pourrais en avoir d'autres. Donc, à partir du moment où j'ai mis en place une hiérarchie, je peux tout simplement la mobiliser. Vous voyez, elle apparaît là. Et les champs individuels, ils sont rangés là-dedans. Ça veut dire on va privilégier la hiérarchie à l'utilisation des champs basiques. Donc, je prends ma hiérarchie et je vais, par exemple, la solliciter, je ne sais pas, je vais la mettre là. Ce qui me donne les dates ici. Et donc, si je veux investiguer, elle est un petit peu plus loin. Donc, j'ai l'année 2015, je voudrais le détail. Eh bien, je déplie et vous voyez qu'il m'affiche le deuxième élément dans la hiérarchie, qui est le semestre. Et à l'intérieur du semestre, je vais avoir les trimestres. Vous voyez, donc j'ai défini un ordre logique dans lequel il était intéressant d'investiguer par rapport à cette donnée-là. Donc, on voit souvent des hiérarchies sur les dates et des hiérarchies sur des notions de type géographique. Donc voilà globalement la manière dont on va pouvoir construire des tableaux croisés dynamiques avec Power Pivot. Quand les données ne sont pas propres pour intégrer directement Power Pivot, il va falloir passer par Power Query. Power Query qui est un outil de requêtage qui va nous permettre d'attaquer lui aussi n'importe quelle source de données. Donc ces données-là, à partir du moment où j'y accède, Power Query me permettra de les transformer. Alors les possibilités de transformation sont absolument bluffantes. Elles nous permettront de remplacer des choses, de sélectionner des lignes, de faire de la conversion en termes de casse, de type, de mettre en place des formules complexes pour retraiter les données. On va pouvoir marier les requêtes entre elles. Enfin, c'est extrêmement puissant. Et ça, sans mettre une ligne de code à l'intérieur. Et c'est ce qui fait toute la différence. On pourrait, vous allez voir, je vais vous faire une démo de 5-10 minutes sur un retraitement complexe fait avec Power Query. Le même travail, si j'avais dû le coder en VBA, il m'aurait fallu environ une journée pour vraiment prendre en compte toutes les données, tester, faire en sorte que ce soit propre derrière. C'est absolument bluffant comme outil. Donc, à partir du moment où j'aurai retraité mes données avec Power Query, je pourrais les charger, alors soit les mettre dans une feuille de calcul Excel, ce qui est un peu dommage parce qu'on a vu déjà au préalable que
cela alourdissait les classeurs pour rien, soit les mettre directement dans mon cube. Donc c'est ce qui sera privilégié la plupart du temps. Donc voyons un petit peu comment cela fonctionne et je vais m'adosser pour cela à un exemple assez récent qui m'était soumis par un commissaire aux comptes à qui des journaux de paye étaient fournis. Donc des journaux bruts assez mal construits, assez difficiles à retraiter. Et donc ces journaux de paye, il avait voulu, il voulait les agréger pour les analyser et donc que ça intègre ces tableaux de bord derrière. Donc voyons un petit peu à quoi ressemblaient les journaux de paye à l'origine. Donc, on le voit, hein, c'est typiquement le fichier qui lui est fourni, un fichier par mois. Euh, les fichiers sont tous indépendants et les fichiers sont tous construits comme ça. Donc, il y a toute une partie au sommet du fichier qui ne sert à rien, c'est de la description. Et puis, je vois que j'ai des colonnes qui ne servent à rien. Il y a des colonnes qui sont sautées ici, vous voyez, on ne sait pas trop pourquoi. C'est dans la structure du fichier. On voit également des éléments importants comme l'établissement ici. Le fichier est séparé en plusieurs établissements, c'est-à-dire que dans la même feuille, les établissements s'empilent. Et toutes les lignes de données qui sont sous l'établissement sont rattachées à l'établissement. Donc, autant vous dire que c'est difficilement exploitable. Pour pouvoir vraiment retravailler les données, il aurait fallu qu'elles soient comme ça. Pour pouvoir les exploiter avec un tableau croisé dynamique, il aurait fallu qu'elles aient ce formalisme. Donc, passer de là à là, eh bien, c'est soit se résoudre à faire les changements à la main. Donc là, il y a environ 600 lignes par fichier, ce qui est absolument lourd, hein. Enfin, la personne aurait passé au moins 1 heure à chaque mois à nettoyer ses fichiers pour essayer de les remettre d'aplomb, avec voilà, les risques d'erreur de faire des opérations manuellement. Soit on va construire une macro, et là, encore une fois, les macros, c'est technique, il faut maîtriser le langage, et c'est bien plus long à mettre en place, hein. Il faut un temps certain de développement et de test pour être sûr que le programme fonctionne. Pardon. Et donc, nous, on va pouvoir faire ce travail extrêmement facilement avec Power Query. Donc, où trouve-t-on Power Query? On va le trouver, là encore, dans l'onglet Données. Et vous allez voir qu'il s'agit de cette zone-là. Vous voyez, elle s'appelle Récupérer et transformer des données. Donc, c'est le ETL. Donc, récupérer pour l'extract, le T pour transform, et le load, on l'aura naturellement à la fin quand il va nous demander où est-ce qu'on veut charger les données, soit dans Excel, soit dans le cube. Et donc là, je vais mettre en place ma requête. Alors, j'ai plusieurs façons de traiter les choses, hein. Vous voyez, je peux ici traiter des données plus ou moins élaborées. Je vais pouvoir accéder à des bases complexes. Je vais pouvoir attaquer des données informatiques pures, Azure, des services en ligne, du SharePoint, de l'Exchange, du Salesforce, pour les personnes qui connaissent. Et puis, je peux accéder globalement à n'importe quelle source de données à partir du moment où j'ai un connecteur ODBC. Donc là, moi, je vais vous montrer un exemple qui est assez parlant et révélateur. Je vais pouvoir analyser l'ensemble des fichiers d'un dossier. Donc, je pars là-dessus. Il me demande de choisir le dossier. Je m'exécute. Le dossier va être ici. J'ouvre. Donc, il me remonte la seule chose qu'il voit, c'est-à-dire les métadonnées, la liste des fichiers qui sont dans le dossier en question, et donc leur description. Donc moi, ça ne me va pas. Il va falloir que je lance vraiment Power Query pour raffiner ces données-là et je vais transformer mes données. Donc sur ce jeu de données, seules les 2 premières colonnes m'intéressent. Le reste, je n'en ai pas besoin, donc je vais pouvoir l'indiquer au système. Et vous le voyez, on a à droite la présence d'un volet qui donne le nom qui sera affecté à la requête, donc je peux le changer quand je veux, mais surtout toutes les étapes. Je peux remonter dans l'historique des changements que j'opère, vous voyez, pour voir ce qui a été fait et éventuellement amender les choses. Donc là, j'ai chargé des données et j'ai supprimé des colonnes jusque-là. Donc on voit bien notre scénario qui se construit sur la droite. Ce champ-là, finalement, va me servir à récupérer la période qui est dans le nom du fichier, la période de paye.
Et puis l'extension XLS ici ne me sert à rien, donc je vais lui demander de procéder à un premier retraitement. J'ai plusieurs façons de le faire. Là, je vais lui demander un remplacement de valeur, ça me semble être le plus simple. Je remplace XLS par rien. Donc j'ai maintenant une période, hop, que je vais mettre en première position. Donc vous voyez, toutes ces étapes ont été mises en place. Donc si je les redéroule, là, regardez, voilà, je partais de là, j'inverse, voilà, j'ai renommé, le champ s'appelle période, j'ai enlevé les XLS et j'ai déplacé la colonne sur la gauche. Donc, une étape importante maintenant va être de récupérer le contenu du fichier Excel. Parce que là, vous voyez, quand je clique sur une cellule, je vois ce qu'il y a vraiment à l'intérieur et j'ai mes données. Donc, en cliquant sur la double flèche, j'éclate mon fichier, j'éclate ma colonne, il va me ressortir les données qui sont à l'intérieur du fichier Excel. Je vais lui dire que ça se trouve dans cette feuille. Alors, je pourrais avoir plusieurs feuilles, etc. Il y a des techniques. Donc, il réalise le travail. Il éclate le fichier Excel. Alors, il faut un certain temps. Vous allez voir qu'un certain nombre d'étapes auront été ajoutées ici, hein, automatiquement par le simple clic sur la double flèche. Et puis, je m'aperçois, alors là, par contre, ça m'embête, il a supprimé la colonne où j'avais mis la période. Donc, il y a certainement une étape dans la liste ici où on a des colonnes supprimées. Vous voyez, elle est là. Et je pense qu'il est allé un peu trop loin. Donc, je vais aller réajuster les choses en passant par le rouage, en lui disant, bah, attends, la période, finalement, moi, j'en ai besoin. Donc, je valide. Il va modifier un petit peu les choses. Voilà, la période est là. Et si je repasse à la dernière étape, il aura mis la période, voilà, et il l'aura éclaté sur toutes les lignes. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate déjà que les 17 premières lignes de mon tableau sont des données dont je peux me passer. Donc, je vais aller lui dire que je ne les veux pas. Donc, je viens là, je supprime des lignes qui sont en haut du fichier. Et pour chaque fichier, les 17 premières lignes, je n'en ai pas besoin. Je vois ici qu'il a rajouté cette colonne qui ne me sert pas. Cette colonne ici, c'est la rubrique de paye. Et puis, avec la rubrique, je m'aperçois que le fichier est rempli bizarrement parce que j'ai une ligne sur deux qui est vide. Donc ça, c'est lié au format du fichier Excel de base. Je n'ai pas la main sur ce paramètre, donc il faut que je le corrige. Je vais aller lui dire dans les filtres que sur cette colonne-là, les lignes vides ne m'intéressent pas. Hop, voilà, le fichier vient d'être raffiné avec cette étape. Je vais supprimer mes deux colonnes ici. Également, elles sont vides. Là, je vais avoir le libellé de la rubrique de paye. Je vais avoir ensuite un certain nombre de colonnes vides qui n'ont pas de sens et n'ont pas d'intérêt particulier par rapport au traitement. Voilà. Donc, ça commencera là et ça finira là. Ces colonnes-là, je n'en ai pas besoin. Là, je suis en face de la base. J'ai des colonnes qui ne servent à rien. Ici, on me livre le taux salarial. Donc ça, c'est un travail que j'ai mené avec le client. Donc le fichier, je le connais, on l'a analysé avant, hein. J'aurai les montants. Donc c'est le montant salarial. Les deux colonnes suivantes doivent être vides. Et si ma mémoire est bonne, les prochaines contiennent des données, mais on ne les voit pas tout de suite. Voilà, elles sont bien là. J'ai le taux patronal. Le montant patronal. Les autres colonnes à droite n'ont pas d'intérêt. À partir du moment où j'ai fait ce travail de nettoyage, il y a quelque chose de très important dans Power Query, c'est que je dois déterminer le type de mes données. Par exemple, le montant patronal, eh bien, je ne peux pas laisser ça en texte, il va falloir que je lui dise qu'il s'agit d'une devise. Ça va m'aider au niveau du cube derrière. Le taux patronal, alors, on le voit, hein, les taux ne sont pas livrés en pourcentage, ils sont livrés en valeur décimale. Pour que ça soit des pourcentages, il aurait fallu qu'ils soient divisés par 100. Donc je pourrais mettre en place une formule qui les divise par 100 pour les mettre en pourcent, mais bon, je ne vois pas trop l'intérêt pour l'instant, donc je vais les laisser en valeur décimale. Là, j'ai encore une devise, une valeur décimale.
et une devise ici. Donc on a quasiment terminé, il reste un dernier axe de travail qui sera ici, c'est le nom de mon établissement. Donc par défaut, il a été intégré aux rubriques et il faudrait pour moi qu'il soit plutôt avant les rubriques et qu'il soit répété sur toute la colonne. Et à chaque changement d'établissement, qu'on répète les lignes pour toutes les valeurs en lien avec cet établissement. Donc ça va passer par l'ajout d'une colonne calculée que je vais appeler établissement. Et je vais mettre en place une formule. Alors cette fois-ci, c'est une formule en langage M. C'est une technique de formule un peu particulière qui est liée à Power Query, où les fonctions ne sont pas tout à fait les mêmes que dans Excel, mais on reste sur quelque chose d'apparenté. Quand on connaît les fonctions de calcul, on s'y fait relativement vite. Il n'y a que la notation pointée qui diffère. Donc là, ce que je veux analyser, c'est le texte qui est dans la rubrique, et je vais m'adosser aux 3 premiers caractères. Et s'ils sont égaux à ETA, alors je peux lui dire, tu reprends ma rubrique, sinon tu ne mets rien. Je valide. Alors il m'a bien rajouté le champ, mais il l'a mis tout à droite. Je vais le rapatrier plus à gauche, ça me semble être plus pertinent. Et donc une fois que le champ est dans cette colonne, on voit bien qu'il a repris l'info simplement pour les éléments concernés. Et maintenant, il faudrait que je réplique cette valeur sur toute la colonne. J'ai une fonctionnalité prévue à cet effet qui s'appelle remplir. Donc, je lui demande de répliquer cette valeur vers le bas. C'est-à-dire qu'il va répliquer sur toutes les cellules vides jusqu'à trouver un autre établissement. Et quand il trouve un autre établissement, hop, il va répliquer les valeurs du nouvel établissement vers le bas et ainsi de suite. Donc, le travail est quasiment terminé. Il faut simplement que dans la colonne rubrique, j'enlève ce qui est les lignes qui contiennent l'établissement, puis j'ai un deuxième élément polluant que je vais supprimer aussi. Je vais lui dire, tu gardes les lignes qui ne commencent pas par ETA et qui ne commencent pas par SOC. Voilà, ça c'est l'information que j'ai relevée en prod. Voilà, ça me donnait ça. Donc je valide. Et voilà, ma base est propre. Ce qui veut dire que je peux maintenant, sans problème, la charger. Alors, on va aller voir où est-ce qu'on nous propose de la charger. Donc, encore une fois, je peux la mettre dans un tableau, c'est-à-dire dans une feuille Excel, il va me lister toutes les lignes. S'il faut absolument que je les lise et que je puisse les manipuler, ben, je me résoudrai à faire ça. Ou alors, mieux, je ne créerai que la connexion et je verserai les données dans mon cube. Donc, à partir du moment où je fais ça, voilà, regardez les requêtes, la requête se met en place, elle est là. Il est en train de charger, vous voyez, les données de tous les fichiers. Il vient de récapituler 3000 lignes ventilées dans une dizaine de fichiers. Et si je vais au niveau de mon cube, la table, elle est apparue ici. Hein, c'est une table propre avec les données de paye. Elle est là. Vous voyez, j'ai vraiment tous les éléments qui étaient cités au départ. Donc les montants vont apparaître un peu plus bas. Hein, vous voyez, ici, il n'y en a pas de partout des montants, mais quand il y en a, ils apparaissent là. Parfait. Donc, le travail est propre, et si éventuellement j'avais eu d'autres notions en lien avec la paye ou avec des données comptables, j'aurais pu mettre en place des relations pour créer mon analyse et mon tableau de bord. Donc, par exemple, là, je n'ai rien, je ne peux absolument pas mettre en relation la paye avec les ventes. Donc, je vais simplement créer un nouveau tableau croisé dynamique pour illustrer les choses. Je le mets sur une nouvelle feuille, voilà. Et donc, dans les données accessibles au niveau de mon cube, je vais piocher à ce niveau-là, par exemple, pour choisir les établissements qu'on a repérés et pourquoi pas les périodes qu'on a isolées, pour ensuite analyser, je ne sais pas, on va faire les montants salariaux, on en veut une analyse, voilà. Et donc là, j'ai obtenu les choses, ce qui veut dire que maintenant que mon cube est prêt, que mes requêtes sont prêtes,
Si je rajoute de la donnée alors dans les tables Access ou autre, ou alors que ici, on me livre de nouveaux journaux de paye, je vais dupliquer celui-ci qui va être pour le mois 11. Donc j'ai un nouveau journal de paye. Le travail que j'ai fait prend tout son sens. Et pour mettre à jour mon report, je n'ai plus qu'une chose à faire, j'actualise. Et en un clic, toute la mécanique qu'on a pris le soin de déterminer, que ce soit dans Power Query ou dans Power Pivot, est exécutée. Et vous voyez que là, il vient me livrer un nouveau chiffre. Le rapport derrière, il est à jour, sans aucun effort. Il y a un gros travail de mise en place au départ, et après, en exploitation, les choses se font de manière tout à fait transparente. Donc voilà ce que je voulais vous montrer en termes de mise en pratique sur ces deux outils. Où est la démo? Je suis sorti. Ah oui, elle est là. Donc on va pouvoir passer au temps de questions-réponses. Je suis à votre écoute pour y répondre. En tout début de présentation, on a eu une question qui était présente sur le chat. Alors, je te la pose telle quelle, hein. Je ne vais pas me permettre de répondre à ta place. Est-ce que Microsoft SQL Server peut également faire office d'ETL et Power Query être utilisé comme un data warehouse? Power Query, non. Moi, j'ai souvent des clients qui mettent en place des requêtes dans SQL Server, justement, via la création de vues, pour justement alimenter les rapports Power Pivot. Ce serait Power Pivot qui ferait office de cube, effectivement. Et ce cube, derrière, il peut être partagé, il peut être... c'est un lieu de stockage de données. Hein. D'accord. Et là, par rapport à la démonstration que tu as fait sur Power Query, tu as mis toutes les tables que tu as créées là pendant, alors en temps réel, hein, ce sont que des tables créées en temps réel. C'était justement pour vous montrer, une fois que l'on connaît l'outil, la rapidité d'exécution pour traiter les différentes données. Mais on aurait pu les classer dans des classeurs différents par définition. On n'est pas obligé d'avoir ces tables partout au même endroit si elles n'ont rien à voir et que c'est des dossiers complètement différents. Les données peuvent venir de partout. Elles peuvent venir de dizaines de classeurs, d'SQL Server, d'Access. Et on est d'accord qu'une fois que tu as intégré ces nouvelles tables dans le cube, si les tables évoluent dans les autres environnements, ça met à jour automatiquement. Oui, c'est ça, parfaitement. D'accord. Oui, ça se fait, l'actualisation refait tout le travail. L'idée, là, la donnée, elle vit. Je récupère des fichiers, les tables sont alimentées, des champs peuvent même être rajoutés dans les tables, on va de toute façon pouvoir les intégrer. Et tout à l'heure, j'ai vu, tu as fait une intégration Power Query. On a vu les sources de données possibles. J'ai même vu écrit PDF. Ça veut dire qu'on peut même intégrer des données qui, par définition, sont figées et non, enfin, dans un format qui n'est pas exploitable. Le PDF, alors en fonction des PDF avec un bémol, hein, mais certains PDF sont basés sur des images. Donc toute information textuelle qui est stockée dans une image, à part avoir un OCR, un logiciel de reconnaissance optique de caractère, là je ne pourrais pas l'obtenir. Mais si c'est de la donnée stockée dans des tableaux ou de la donnée textuelle dans un PDF, après tout, ce sont des formats exploitables. C'est une technique que j'ai utilisée pour un client du secteur de Vorep qui voulait récupérer dans des PDF une date d'entretien annuel de ses salariés sur 7 à 8 ans. Il y avait quelque chose comme 800 PDF à retraiter. Donc on avait isolé le bloc de caractères qui pouvait nous intéresser à l'intérieur de ces PDF. Et via une mécanique Power Query, moi j'ai pu mettre en place la mécanique de récupération de ces 800 dates avec le nom du salarié qui était dans le nom du PDF. Il m'a fallu, je ne sais pas, 10 petites minutes. Le même temps qu'il m'a fallu pour vous analyser des journaux de vente, j'ai pu récupérer les 800 dates des salariés de l'entreprise en question. Oui, alors qu'avant, ça aurait demandé un retraitement de données juste. À la main, ouvrir les PDF, repérer la date et réécrire dans un fichier Excel.
Du coup, on a des nouvelles questions qui arrivent. Si on connecte le cube à Power BI, est-ce que l'on retrouvera les mesures calculées? Oui, oui. C'est vraiment deux outils. Le Power BI, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur le cube Power Pivot, pas de problème. Je continue. Est-ce que l'on peut utiliser un Power Pivot comme source de données pour plusieurs fichiers Excel? Oui, on peut interroger comment dire, on peut interroger le cube sans problème à partir d'autres fichiers Excel, sans souci. Hein, on voit dans la gestion du cube. Alors, est-ce qu'il va me le réafficher ou est-ce que je l'ai? Allez. Là, je ne sais pas pourquoi, il met un peu de temps à me le réafficher. Bon, ben ça, c'est l'effet démo. Mais il y a un connecteur qui permet, quand on acquiert de la donnée, de toute façon, on peut aller la chercher dans un rapport existant. Hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, c'est une question qu'on nous a posée ce matin, donc je vais me permettre de la reposer. Et si on trouve, est-ce qu'on peut améliorer le visuel proposé là par Excel nativement? Est-ce que il y a possibilité de customiser ces tableaux, ces rapports? Déjà, à condition d'y passer du temps, on peut produire des rapports assez visuels avec Excel, mais ces rapports sont toujours sans commune mesure avec ceux que l'on peut mettre en place via Power BI. Le vrai plus de Power BI, parce que tout le reste marche de la même manière, hein, c'est le côté visuel. L'effet waouh sur le rapport, on l'obtient avec les rapports Power BI, qui seront bien plus graphiques, bien plus dynamiques. Hein. Mais par contre, derrière, c'est le fait de faire accepter un nouveau logiciel en interne. En termes de communication du rapport, si les personnes n'ont pas d'abonnement, eh bien, il va falloir que les personnes aient également Power BI. Donc, il faut diffuser le logiciel auprès des collaborateurs. Et puis, autrement, il faut passer par une couche abonnement, hein, ce qu'on n'a pas avec les outils d'Excel. Tout ça est à mettre en rapport pour choisir le bon outil entre les deux, sachant que les techniques sont très proches et que le potentiel graphique est bien plus important derrière et de partage dans Power BI. Et admettons, Guillaume, est-ce que moi je peux suivre une formation Excel BI, connaissant mon niveau sur Excel? Alors, j'explique. Étant entourée de gens très compétents autour de moi sur Excel, on ne veut pas dire qu'au quotidien, je fasse beaucoup de création de tableaux, etc. Donc, on va dire que je suis une utilisatrice moyenne. Est-ce que je pourrais suivre une formation pour mettre ces outils en place? Oui, 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 tout à fait, parce que le prérequis pour aller sur des outils de BI libre-service, c'est de savoir utiliser Excel, mais sans être un grand expert, et de pouvoir mettre en place des formules dans Excel. Donc, si on sait faire des sommes, si on sait à la limite écrire un si dans Excel, même si on connaît pas cette fonction, mais dans l'esprit, d'être capable de mettre en place des fonctions dans Excel, on pourra utiliser Power Pivot. Derrière, pour le déploiement en entreprise, il y a un travail à faire sur les données, par contre. Et les données, alors toi, tu as la couche métier, tu connais parfaitement ton périmètre et tu sais ce que tu veux mettre en perspective. Ça, Tout à fait. c'est plutôt métier. Et là où tu vas devoir te rapprocher de tes équipes informatiques, ça va être pour comment accéder à ces données. Soit tu les as déjà, et là on n'a pas besoin de l'informaticien, tu sais les exploiter, soit elles sont rangées dans des bases à droite, à gauche, et il va falloir essayer de les regrouper ou faire en sorte de créer des vues et des choses comme ça. Mais après, derrière, c'est tout à fait exploitable. Donc, pas besoin d'être développeur, pas besoin d'être gestionnaire de base de données et pas besoin d'être un pro d'Excel. Pas besoin d'être développeur. Vous avez vu avec tout ce que j'ai produit là, je n'ai pas mis une fois les mains dans le code. Alors, Guillaume, pour Ouais, répondre vas-y, Loane. oui, pour répondre à la question de Madame Clavel, pour la nommer, hein, est-ce que tu pourrais me mettre sur la page de notre programme, s'il te plaît? Vous avez vu, on fait les manips en direct.
Donc, pour faire, combien de temps faut-il pour utiliser Power Query et Power Pivot quand on est utilisateur moyen? Alors, il est évident que ce que vient de vous produire Guillaume en 1 heure, lui, il est expert sur le sujet et que ça nécessite une formation. Même si vous regardez 14 fois le webinaire, je pense que ça va être compliqué de tout appréhender et d'être efficace. Il faut compter pour un utilisateur moyen, donc je me mets dans les utilisateurs moyens, 3 jours de formation qui vous permettront de reprendre ce qu'il faut sur Excel qui est de nécessaire et d'aller ensuite sur Power Pivot et Power Query. Compte tenu de l'organisation de ces webinaires, on a mis en place plusieurs sessions sur le premier trimestre 2021 et à la demande au premier webinaire, j'ai créé une session en juin. Donc, en 3 jours de formation, normalement, vous êtes autonome pour de suite après la formation rentrer et mettre en place ce que vous avez vu, car une formation est efficace que si elle est très rapidement mise en pratique. On peut également, là, on parle d'inter-entreprise, mais bien entendu, ça peut être une intervention où on vous accompagne à la création de vos propres, de la mise en place de vos tables, etc., et de travailler directement sur vos données dans le cadre d'une formation. Donc ça aussi, ce sont des choses qui sont possibles. Donc, pour synthétiser, on a Power Pivot qui nous permet de la souplesse dans la gestion de nos données et plus besoin de faire 15 fonctions et parfois des fonctions qui n'existent pas pour obtenir ces tableaux de bord. Et quand on a une source de données qui n'est pas exploitable, on a Power Query qui nous permet de retravailler les données et de les intégrer dans notre cube. C'est bien ça, Guillaume, j'ai synthétisé? C'est parfait. Oui, oui, très bien. Je suis fière. Au deuxième, ça y est, je crois que j'ai tout compris. Peut-être pour finir, Guillaume, tu as bien présenté comment on lance Power Pivot pour la première fois en allant dans données puis modèle de données, comment on lance le plugin. Est-ce que tu peux remontrer comment on lance Power Query? Power Query, en fait, c'est dans ce bloc-là de l'onglet données d'Excel. Ok, données aussi. En version 2016, ce sera le bloc récupérer et transformer qui se trouve un peu à gauche, mais un peu décalé. Et je suis rentré là-dedans et j'ai choisi un type de requête. Donc moi, j'ai choisi de partir sur un dossier. Et j'aurais pu essayer d'intégrer un classeur Excel simple, un CSV ou alors des données d'une table. Vous voyez, j'ai encore une fois énormément de sources. Donc, si je viens là-dessus, par exemple, voilà, je relance. Il me demande de choisir mon fichier Excel. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc celui-là, je ne sais pas. Et je choisis la feuille. Donc il montre que la table est vide, bon, il n'y a pas de souci. Et là, dès que je clique sur modifier, ça ouvre le plugin Power Query. Ok. Je lui dis de faire un traitement par l'intermédiaire de ces boutons. Et lui, il va me proposer la fenêtre où je clique sur modifier, ça ouvre Power Query. Ok. J'arrive là. Sachez que l'on va, dans ce webinaire, déposer la vidéo de cette présentation. Vous allez pouvoir ainsi vous remémorer, si besoin, ce qui a été vu, partager autour de vous. Et toute l'équipe d'ATP, que ce soit moi et Stéphanie à Mélan, Grégoire à Moiran ou Christelle à Sophia Antipolis, on est tout à fait à votre disposition pour échanger sur des projets et monter des solutions formation adaptées à votre structure. En tout cas, on vous remercie. On a un petit peu débordé, je suis désolée. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et à très bientôt, j'espère, pour un autre webinaire ou pour des projets de formation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous.